Bonjour, je vous propose de remplir ensemble un avis d'appel public à la concurrence pour la passation d'un marché de partenariat qui portera sur la conception, la construction, le financement et l'exploitation d'un centre aqualudique. Pour le marché de partenariat en question, nous choisirons la procédure de dialogue compétitif. Il convient ici de préciser les informations relatives au pouvoir adjudicateur. Nature du marché. L'acheteur coche la case correspondant à sa consultation, travaux, fournitures ou services. S'agissant des marchés de partenariat, ils portent à la fois sur des travaux et sur des services. Il reviendra alors de définir la nature du marché en déterminant son objet principal. Cette analyse se fait par le biais d'un faisceau d'indices sur le point de savoir quel est le besoin principal satisfait par le contrat. En général, lorsqu'il porte sur la construction d'un ouvrage, ces contrats constituent des marchés de travaux. Description succincte. Une description erronée de l'objet du marché peut entacher d'irrégularité la procédure de passation pour manquement aux obligations de publicité. Code CPV. Le code CPV a été mis en place au niveau européen. Il s'agit d'un système de classification pour les marchés publics de l'Union européenne. Le CPV améliore la transparence des marchés publics soumis aux directives communautaires. Il vise à standardiser les références utilisées pour décrire l'objet d'un marché par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. L'objectif est de faciliter la saisie des appels à la concurrence publiés au journal officiel de l'Union européenne et de permettre aux entreprises de repérer les appels d'offres qui les concernent. Le code CPV associe à chaque code numérique une description d'un objet de marché pour laquelle il existe une version dans chacune des langues officielles de l'Union européenne. Valeur estimée. On suppose que cette valeur prend en compte les coûts de réalisation du projet, le coût du financement et les coûts des prestations d'entretien-maintenance, d'exploitation et des services. La nomenclature NUTS, ou nomenclature des unités territoriales statistiques, est un système hiérarchique de découpage du territoire économique de l'Union européenne à 3 niveaux. Elle sert de référence pour la collecte des statistiques régionales, pour les analyses socio-économiques des régions, pour la définition des politiques régionales de l'Union européenne. Informations complémentaires. Il s'agit d'informations plus précises pour décrire l'objet du marché si cela est nécessaire. Attention, le nombre de caractères figurant dans cette rubrique est limité. Si le texte dépasse la capacité de la rubrique, il est alors nécessaire de créer un document ad hoc mis en ligne en même temps que l'AAPC sur le site institutionnel du pouvoir adjudicateur. L'adresse où trouver ce document doit être mentionnée ici dans l'AAPC. Variantes. Le régime des variantes est prévu à l'article 58 du décret du 25 mars 2016. Il y a 2 types de variantes, les variantes libres et les variantes imposées. Les variantes libres. Pour les procédures formalisées, les variantes libres sont par principe interdites, sauf mention contraire dans l'avis de marché. Si l'acheteur les autorise, il doit alors mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter, ainsi que toutes les conditions particulières à leur présentation. Les variantes peuvent porter sur la modification de certaines des spécifications techniques décrites dans le dossier de consultation. La variante permet au candidat de proposer à l'acheteur une solution ou des moyens pour effectuer les prestations du marché autres que ceux fixés dans le cahier des charges. Dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif ou de procédure négociée, l'autorisation pour les candidats de présenter des variantes libres semble s'imposer tant cela paraît consubstantiel à l'objet de ce type de procédure. Les variantes imposées. Les acheteurs peuvent exiger la présentation de variantes qu'ils se réservent le droit de retenir ou non au moment de la notification. La rubrique 2 de 10, ne permettant que de cocher les cases « oui » ou « non » à la prise en considération des variantes,
l'indication du caractère imposé de la variante devra être portée dans la rubrique « Informations complémentaires ». Pour les deux catégories de variantes, l'acheteur doit indiquer dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter, les conditions particulières de leur présentation et les critères pouvant s'appliquer tant aux variantes qu'aux offres de base. Options. Les options se définissent comme les prestations devant faire l'objet d'un avenant ou d'un marché complémentaire. En revanche, une prestation qui est tenue de proposer dans son offre un candidat et qui est prévue dans le cadre de l'exécution du marché initial. Et ce, alors même que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'en demander l'exécution en complément de l'offre de base, n'est pas une option, mais une variante. Ainsi, la rubrique relative aux options doit être renseignée lorsque sont prévues des prestations susceptibles de s'ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché, dans le cadre d'éventuelles tranches optionnelles ou marchés de prestations similaires. Ces options que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas lever doivent être prises en compte dans le calcul des seuils. Selon le modèle d'avis communautaire, les options doivent faire l'objet d'une description. Durée. L'acheteur doit préciser soit la durée du marché public en mois ou en jours, soit le délai d'exécution déterminé par des dates de début et de fin d'exécution. Il n'est pas tenu d'indiquer la date prévisible de commencement d'exécution du marché. La mention de la durée d'engagement attendue par l'acheteur, qu'elle s'exprime sous la forme d'une durée ou de date de début et de fin, est une information essentielle pour permettre aux opérateurs économiques de présenter une offre adaptée aux besoins de l'acheteur. Son omission constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles d'avoir lésé les candidats. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de. En marché de partenariat, il y a obligatoirement plusieurs critères d'appréciation des offres. Il est préférable de les indiquer dans les documents de la consultation. Nombre de candidats envisagés. Si la procédure choisie est restreinte, c'est-à-dire que l'acheteur souhaite limiter le nombre de candidats admis à participer à la procédure, l'acheteur doit l'indiquer dans l'avis. Il précise le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Le nombre de candidats retenus doit être suffisant pour assurer une concurrence effective. Des minimums sont imposés. Au moins 5 candidats en appel d'offres restreint, 3 en procédure concurrentielle avec négociation ou en dialogue compétitif. À noter cependant que si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur à ce nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut néanmoins poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises. Cette précision est importante car elle peut être rencontrée dans les faits. Pour sélectionner les candidats admis à participer à la procédure, l'acheteur doit définir dans l'avis de marché les critères de sélection. Ces critères doivent être objectifs et non discriminatoires. Conditions de participation. Conformément à l'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. L'article 50 du décret précise que pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il s'agit de l'arrêté du 29 mars 2016 qui énumère précisément les éléments qui peuvent être exigés des candidats pour justifier de leur capacité économique et financière et de leur capacité technique et professionnelle. L'acheteur doit renseigner dans l'APC ceux de ces documents qui seront demandés aux candidats. À noter que la personne publique ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leur capacité professionnelle, technique et financière.
L'acheteur n'est pas tenu de préciser des niveaux minimaux de capacité économique et financière exigés des candidats, mais s'il le souhaite, le niveau de compétence requis doit être justifié et proportionné à l'objet du marché. Toutefois, l'absence de niveaux minimaux de capacité n'empêche pas l'acheteur d'écarter une candidature pour capacité insuffisante. Par ailleurs, s'agissant de la typologie des candidats, le caractère global des missions confiées aux futurs partenaires privés impose que ce dernier dispose de compétences diverses, faisant appel à plusieurs métiers. Dans ces conditions, le candidat peut se présenter sous forme d'entreprise individuelle, laquelle viendrait avec des prestataires disposant des compétences requises, ou sous forme de groupement d'entreprises concentrant l'ensemble de ses compétences. Les deux cas de figure existent, même s'il est plus courant que les candidats se présentent sous la forme d'un groupement d'entreprises. Dans ce cas, l'acheteur ne peut pas imposer au groupement une forme juridique particulière, conjoint ou solidaire. En revanche, l'acheteur public pourra imposer de modifier la forme du groupement après l'attribution du marché, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Ça sera bien le cas en l'espèce, puisque le marché de partenariat aura vocation à être conclu avec une société de projet. Pour justifier cette contrainte, l'acheteur pourra s'appuyer sur la transparence qu'assure ce type de montage, dans la mesure où l'ensemble des mouvements financiers sera inscrit dans un bilan et un compte de résultats identifié. Conditions de délai. Il convient de préciser la date et l'heure limite de dépôt des candidatures et d'indiquer le délai minimum de validité des offres à compter de la date limite de réception des offres finales. Procédure de recours. L'acheteur est tenu de renseigner dans tous les cas la rubrique « Instance chargée des procédures de recours ». Il convient de mentionner le nom de l'instance chargée des procédures, accompagné de toutes les informations utiles, adresse, téléphone, fax. Le tribunal administratif territorialement compétent sera généralement désigné, à moins que le contrat ne puisse être qualifié de droit privé. Toute erreur relative à l'ordre juridictionnel compétent est susceptible de vicier la procédure. Cette rubrique revêt une importance particulière au regard d'éventuels candidats étrangers. La rubrique « Introduction des recours » doit aussi être remplie, ce qui n'était pas le cas avec les anciens modèles d'avis de marché. Dorénavant, il faut faire figurer des informations suffisamment détaillées sur les recours susceptibles d'être formés pour contester la passation du marché, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours. Les pouvoirs adjudicateurs sont donc incités à remplir cette rubrique de façon exhaustive, en indiquant les délais et la nature de tous les recours ouverts et non du seul référé précontractuel. Cette approche est confortée par le fait que la directive recours ne vise pas uniquement le référé précontractuel au sens du droit français, mais vise également le référé suspension, le recours pour excès de pouvoir, le recours de plein contentieux indemnitaire et le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses divisibles, assorties le cas échéant de demandes indemnitaires. Les deux autres sous-rubriques ne sont pas obligatoires. Ainsi, celle concernant l'organe chargé des procédures de médiation n'est pas obligatoirement renseignée. Il s'agit de l'institution qui serait chargée de jouer un rôle de médiateur en cas de difficulté qui surviendrait lors de la passation du contrat. L'acheteur peut, le cas échéant, renseigner la sous-rubrique sur le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours, en y indiquant le nom et les coordonnées du greffe du tribunal compétent.